3 invités chaque soir avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Julien Pierre Nouan de nous accompagner également. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Et avec nous également Christian Parizeau. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes économiste et président d'Altair Economics. Donc Nvidia, l'action la plus importante du monde, telle que l'ont décrété hier les traders de Goldman Sachs. Et vous écriviez ce matin dans votre morning, quand les arbres montent jusqu'au ciel, Christian. C'est la question que soulève Nvidia. Est-ce que Nvidia est un arbre qui peut encore monter plus haut dans le ciel ? Les résultats sont impressionnants. Pauline citait quelques chiffres. Moi, je retiens aussi la marge brute de Nvidia, qui est passée en un an de 66 à 76%. Non, tout est impressionnant, cette publication, il faut le reconnaître. C'est une société qu'on pourrait appeler une société en hyper-croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un chiffre d'affaires qui fait 200%, que l'activité propre, vraiment les puces pour les serveurs qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, c'est 409% de croissance. Alors voilà, c'est impressionnant. Donc toute la question aujourd'hui, c'est combien de temps ça va durer. Parce que si vous me faites 409% sur les 5 prochaines années, bon bah, il n'y a pas de problème, elle n'est pas chère, il faut aller l'acheter, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas chère. Mais toute le problématique est là, c'est combien de temps ça va durer. Alors après, on va se débattre, il y a de la concurrence qui va venir, c'est pas possible de conserver un rythme de croissance comme ça. Mais c'est vrai qu'il nous a fait une petite promesse quand même, le patron d'Nvidia. Il nous a dit, sur les 2 prochaines années, on peut rester sur ce rythme-là. Il de croissance il s'est pas mouillé, il n'a pas dit, je vais faire 400%. C'est pas la virgule près, c'était pas une guidance précise. Voilà, il a dit, mais c'est un rythme de croisière qu'on peut tenir encore. On fait une guidance à un trimestre, mais sur les 2 prochaines années, on peut rester quand même sur ce rythme-là, ce qui est quand même assez impressionnant et ce qui donne quand même un peu de marge pour la valorisation de l'action, forcément. Alors on peut dire, oui, c'est délirant, elle prend 14% sur une société qui est déjà chère, mais il y a quand même cet élément-là qui a pas mal rassuré. Alors après, on l'a titillé un petit peu, on lui a dit, mais attention, est-ce que vos fournisseurs vont suivre ? Mais ils ont réglé leurs problèmes de fournisseurs sur le dernier trimestre. Ils ont réussi à gérer ça. Donc c'est quand même une belle performance. Et puis il a surtout voulu montrer que lui, il offrait une offre pas seulement de puces. C'est pas seulement une puce, il offre un ensemble de composants qui permettent véritablement plus de calcul. Et il a un peu défendu, alors ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais il a dit voilà, comme on a une puissance de calcul beaucoup plus forte, on est moins consommateur d'énergie. Puisque comme on calcule très vite, même si on consomme de l'énergie, mais on consomme de manière optimisée très très vite, on est finalement beaucoup plus compétitif que d'avoir 3 serveurs qui sont beaucoup plus lents, qui vont consommer beaucoup plus d'énergie pour faire le même nombre de calculs. Donc il a défendu très clairement le fait qu'il a une avancée technologique, que c'est pas qu'une simple histoire de taille de processeur, que c'est vraiment un ensemble complet qui vraiment optimise ça, et que ça c'est une avancée très importante. Alors après, je dirais, on peut le croire, on va dire, il est quand même ici, il connaît bien son industrie. Il commence à avoir un petit track record quand même, Jensen Huang. Je dirais que la vraie question que moi pose aujourd'hui les résultats d'Nvidia, c'est combien de temps ils vont garder cette croissance. Alors lui-même, il le dit, mais il n'en sait pas plus que nous, pour être honnête. Là, il y a un emballement de l'investissement, et finalement, la vraie question qu'il faut se poser si on investit Nvidia, c'est est-ce que les investissements que l'on fait aujourd'hui dans l'économie, tous les investissements que font les gros GAFA, que font toutes les entreprises pour développer l'intelligence artificielle, est-ce que ça va avoir la rentabilité escomptée ? Et c'est ça la clé. Parce que si ça révolutionne, si ça permet des gains de productivité, les entreprises seront prêtes à payer, elles sortiront le carnet de chèques, elles investiront, elles paieront à n'importe quel prix, parce que ça sera un avantage compétitif. Et donc, Nvidia sera le gagnant. Mais si on s'aperçoit que derrière, l'intelligence artificielle coûte beaucoup plus cher, n'apporte pas les gains de productivité attendus ou un coût de développement et un coût finalement de gain qui met beaucoup plus de temps qu'on l'a anticipé, là, à ce moment-là, on aura véritablement un retour de balancier de la part des entreprises. Donc la vraie question, c'est est-ce que c'est pas de dire est-ce que Nvidia est trop cher en bourse, c'est pas de dire est-ce qu'il y a une bulle sur Nvidia, la réponse est non. Aujourd'hui, il n'y a pas une bulle sur Nvidia, c'est est-ce qu'il y a une bulle sur l'investissement autour de l'intelligence artificielle. C'est ça la vraie question aujourd'hui, et elle n'est pas facile à répondre. J'avoue que c'est pas la question facile, mais c'est là où vous avez le risque. C'est pas dans Nvidia en tant que telle, en tant que société, qui profite actuellement à plein de ces alors, je pourrais presque qualifier de surinvestissement. On ne sait pas. On le saura dans 5 ans. On aura le retour sur investissement et voir si c'est vraiment une déception ou pas. Il décrit quand même ce qui se passe pour son business et notamment la manière dont sa clientèle est en train de s'élargir. Il parle de tipping point, c'est le point de bascule.
qui fait sortir l'IA et les puces, les GPU Nvidia du seul cercle des big tech et des techies. Alors certes, les GAFA, c'est encore 40% de ses facturations, de son chiffre d'affaires. Mais il dit, j'ai des clients maintenant dans les services financiers, dans la santé, dans l'automobile, qui dépensent plusieurs milliards pour eux-mêmes s'équiper en puissance de calcul, et des États. Ils citent le Japon, la France, comme étant des clients de plus en plus importants des équipements Nvidia. Après, il faut reconnaître qu'il y a une demande qui explose, à tort ou à raison, encore une fois, hein, mais tout le monde sent qu'il y a quand même... on peut pas louper, quoi. On peut pas louper... il y a un FOMO. Voilà, on peut pas être le dernier, mais encore une fois, c'est sur l'économie réelle, c'est pas la bourse. C'est ça qui a peut-être la différence par rapport aux autres, parce que quand on a eu la bulle sur les télécoms, on a acheté le devenir des télécoms, mais ça s'était pas réalisé. Là, il y a quand même de la rentabilité, il y a du chiffre d'affaires. Donc on peut pas dire que les boursiers sont complètement délirants. J'entends souvent ça, mais non, ils sont pas délirants. Ils ont raison, ils prennent en compte quand même cette hyper-croissance. Mais la vraie question, c'est plutôt, est-ce que l'économie réelle... Le retour sur investissement. Est délirante ou pas? Et c'est là où est véritablement aujourd'hui la question. Alors après, lui, naturellement, il voit quand même une diversification de ses clients, il voit un potentiel énorme, et de toute façon, aujourd'hui, il faut payer pour voir. Donc, quoi qu'il arrive, c'est le fabricant de pelles qui gagne pour l'instant. Après, est-ce qu'on trouvera de l'or? Ça sera l'autre question. Mais il y aura le fabricant de pelles, les gros acteurs comme Microsoft, Amazon Web Services, hein, donc la partie des cloud d'Amazon. Donc il y aura ceux-là qui vont en profiter. Et la troisième phase, c'est les retours sur investissement. Et c'est là qu'on verra s'il y a une vraie révolution dans l'économie ou pas. Et l'impact sur l'emploi, l'impact sur votre métier, c'est là qu'on le verra. Mais pour l'instant, on a fait la première étage. On va avoir bientôt le deuxième étage qui va s'allumer, mais le troisième étage est un peu plus long, il va falloir attendre. Comment vous regardez cette affaire, Sophie? Nvidia, alors je disais, c'est pas une boîte qui est inconnue. Hein. Nvidia, c'est une boîte qui a une franchise et une marque déjà historiquement très forte, parce que les cartes graphiques, parce que les gamers, depuis peut-être plus de 10 ans maintenant, connaissent tous Nvidia comme on connaît Intel Inside. Néanmoins, il y a encore 12-18 mois, Nvidia, c'était une action tech parmi d'autres. Là, c'est devenu un animal à part, comme l'a été Apple en son temps. Alors, un animal à part, oui, sur l'impulsion. C'est vrai que c'est Nvidia qui, en mars de l'année dernière, lors de la publication des premiers résultats explosifs, a donné l'impulsion à réveiller l'animal spirit sur l'intelligence artificielle. Après, c'est une valeur qui représente toute une chaîne de valeurs. C'est-à-dire que Nvidia entraîne derrière elle toute une chaîne de valeur qui va, alors même en Europe en fait, on a des moyens de s'exposer à cette chaîne de valeur au travers des ASML, SAP, etc. Donc nous on le considère effectivement plus en termes de chaîne de valeur. Et de se dire, on est aujourd'hui, et je pense que c'était très très bien dit par Christian, c'est impossible de dire aujourd'hui si c'est une révolution ou une spéculation. Il y a un phénomène, alors pas une spéculation boursière, mais une spéculation presque économique. Ouais. Il y a un aspect très très tangible, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des choses qui sont commandées. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut quantifier. C'est tangible. C'est très tangible. Après, effectivement, sur quoi ça va déboucher? Quels sont les verticaux, c'est-à-dire quelles sont les industries où ça va produire de la productivité ou non? C'est vrai que ça trouve un écho chez nous et chez beaucoup d'investisseurs parce que ça intervient aussi dans un contexte où l'économie a besoin de gains de productivité. Dans un contexte, notamment dans les pays développés, d'économies vieillissantes, avec des marchés du travail qui sont finalement plutôt assez tendus. Donc ça paraît intéressant de se dire on va pouvoir améliorer la productivité et on est en train d'assister à une nouvelle révolution technologique. Maintenant, effectivement, là, pour le coup, on est dans le domaine de la spéculation puisqu'on n'en sait rien. Mais alors le marché, par contre, lui, est plutôt assez rationnel puisqu'il est en train d'acheter les carnets de commandes. Il est en train d'acheter les ventes effectives. Il est en train d'acheter dans toute la chaîne de valeur, les entrées de carnet de commandes, chez les gens qui fournissent des services informatiques, les commandes des entreprises qui ne veulent surtout pas rater les opportunités qui pourraient se présenter dans leur industrie. Et c'est vrai qu'on a un petit peu le sentiment d'une précipitation parce que c'est un problème de donne concurrentielle. C'est-à-dire que si 3 entreprises d'une industrie donnée commencent à aller là-dedans et obtiennent des résultats satisfaisants, l'entreprise qui n'y est pas allée va rester sur le bord de la route. Et donc il y a un petit peu cette impression qui crée un peu un phénomène d'emballement. Donc nous, on l'appréhende en se disant, OK, comment... Alors Christian parlait
de la fusée. Il y a les semi-conducteurs, ça fait déjà 1 an qu'on joue cette partie-là, semi-condes, fournisseurs de semi-condes, machines pour faire des semi-condes. Et puis maintenant, on est en train de descendre dans la fusée. C'est-à-dire qu'il y a semi-condes, il y a bien entendu les softs, mais les softs, on en parlait hors antenne tout à l'heure, il y a du plus et il y a du moins. Parce que tous les CTO de la planète et tous les responsables informatiques de la planète sont en train de regarder leur budget et de dire « Ah, donc il faut que je libère X milliards pour faire de l'AIBA. Alors du coup, il faut que je réduise tout le reste. » Alors là-dedans, il y a un jeu dans les softwares. Il y a un jeu d'arbitrage, en fait. Il y a un gros jeu d'arbitrage. Nous, on regarde que les masses qui sont dédiées à l'IA, mais vous dites, derrière, il y a des masses qui sont en train de se réduire, dédiées à d'autres types d'investissements technologiques historiques. Dans les softwares, il va y avoir des gagnants et des perdants aussi. Parce que pour l'instant, tout a été emmené, et puis on va commencer à voir qui, dans ce jeu-là, perd, gagne, voit ses revenus soi-disant récurrents révisés à la baisse, etc. Donc là, il y a déjà des choses qui ne sont pas évidentes. Et puis, il y a de façon assez certaine, tous les gens, effectivement, qui fournissent un service de conseil autour de l'adaptation dans les différentes industries. Qu'est-ce qui est faisable dans la santé? Qu'est-ce qui est faisable dans l'auto? Donc tout là, il y a tout un tas de gens qui travaillent autour de ça et qui vont aider les industries à s'approprier les éventuelles solutions, avec des succès ou des échecs. Voilà. Mais là, on en est vraiment là. Donc on peut déjà aller travailler toute cette chaîne de valeur avec pas mal de possibilités. Est-ce que ça en fait déjà un vrai thème de marché, Julien Pierre, au sens de la profondeur, de l'univers d'investissement, de la diversité aussi de l'univers d'investissement, qui ne serait pas que réduit à quelques fournisseurs de matériel ou de hardware, j'entends. Est-ce qu'on appréhende ça comme un vrai thème profond et de long terme ? En tout cas, le marché, clairement, depuis quelques mois, il attache beaucoup d'attention à ce thème. Clairement, c'est l'histoire des 18 derniers mois. C'est toute cette... si on regarde la séquence de boursière, ça a commencé avec la première sortie publique de ChatGPT, qui arrive en novembre 22 et qui a aidé le marché, les valeurs de la technologie de sortir un peu de leur relation avec les taux d'intérêt qui avaient été très pénalisantes pour elles sur l'année de 22. Et aujourd'hui, on a effectivement, on l'a dit, des choses tangibles par rapport à une période comme 2000 où valoriser des choses très très lointaines. Là, on a des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Après, la question, effectivement, c'est celle du prix. Et c'est aussi se dire qu'on est quand même dans des cycles, une industrie de CAPEX. Et on sait que sur les CAPEX, il y a du cycle. À un moment, tout le monde aura... Les phénomènes de surcapacité, de boom and bust dans le secteur des semi-conducteurs, c'est quand même quelque chose auquel on a été largement habitué. Et qui probablement se reproduira aussi dans ce secteur. Après, à savoir à quel niveau, quand... effectivement, là, il y a peut-être d'autres personnes que les acheteurs habituels qui prennent le relais, Mais voilà, c'est des choses qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Est-ce qu'on voit, en dehors de ces secteurs tech, déjà des retombées ou l'anticipation de retombées? C'est ce qu'il nous dit, Jensen Huang. Moi, j'ai des nouveaux clients dans le secteur de la santé, dans le secteur des services financiers, dans le secteur de l'automobile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va observer dans ces secteurs? Est-ce que le marché anticipe quelque chose dans ces secteurs lié au développement d'usage d'intelligence artificielle? Alors, on l'a vu vous aviez des graphiques sur le nombre d'occurrences du terme intelligence artificielle dans les conf calls des entreprises. On a l'impression de passer un peu au-delà. Après, effectivement, c'est des choses qui vont mettre du temps. Lorsque vous regardez l'histoire des innovations, vous avez une espèce de courbe en J qui peut être plus ou moins étalée dans le temps. Au début, on découvre une nouvelle technologie, on se dit ça peut changer les choses, on essaie. Au début, ça prend beaucoup de temps à trouver les utilisations, et après, sur les années suivantes, se diffuse l'utilisation réelle.
Et ça, c'est quelque chose qu'on verra. On l'a dit, il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus sur est-ce que ça va vraiment changer quelque chose en termes de productivité agrégée. On a des petites études micro sur certains secteurs, mais des petites choses comme les call centers, où effectivement ça aide, ça améliore un peu la productivité. Après, de là en tirer donc quelque chose sur la productivité agrégée générale, c'est encore autre chose. Et après, il faut encore raisonner en termes d'équilibre général. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur vraiment que du complément des gens qui sont en poste et grosso modo tout le monde gardera son emploi, ou est-ce qu'il y aura à un moment des postes qui seront supprimés parce que l'intelligence artificielle fait le travail tout aussi bien, voire mieux. Et donc là, vous retrouvez avec une augmentation de votre chômage structurel à traiter. Donc c'est un sujet extrêmement complexe qui jouera sur les années à venir. L'enjeu énergétique, vous en parliez tout à l'heure, mais ça va devenir forcément un facteur stratégique. Alors chez Nvidia, mais aussi peut-être chez des concurrents qui vont pouvoir jouer sur la question énergétique que demande cette puissance de calcul. Hier, on en parlait avec un spécialiste dans l'émission. Je redonne la perspective, parce que moi je ne les avais pas en tête, ces chiffres. Le smartphone d'Apple, c'est 5 Wh de consommation d'énergie. Le cerveau humain, c'est 300 Wh. Une barre de céréales, quoi, ça fonctionne. Le data center de 30 000 GPU dédié à seulement ChatGPT, ça peut varier de 500 MWh à peut-être jusqu'à 1 GWh quand toute la planète est connectée sur ChatGPT en même temps. Oui, et on comprend bien qu'une optimisation, ce serait de 5%. On s'inquiétait du mining du Bitcoin il y a encore quelques années. Là, on est dans quelque chose de complètement différent. Oui, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle va rentrer en concurrence, entre guillemets, mais il faut bien comprendre le terme, c'est surtout par rapport à un coût humain. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est le coût humain de faire le travail comme on le fait aujourd'hui avec l'efficience ou l'efficience qu'on connaît. Voilà. Et puis face à ça, j'ai un nouveau outil. Mais ce nouvel outil, il coûte de l'argent. Il coûte aussi de l'argent. Un humain, ça coûte cher en termes de travail, mais ça coûte aussi de l'argent parce qu'il y aura la facture énergétique, il y aura le fait qu'il faut adapter l'outil à l'entreprise, et ça, c'est un coût informaticien avec des gens. Mais ça veut dire que la massification, si c'est le sujet, ne passera que par une amélioration du profil énergétique de cette technologie. C'est ce qu'a dit le patron de ChatGPT. Il a dit il veut investir dans une énergie illimitée et propre. Donc il parle de fusion nucléaire. On est preneur. Mais voilà, s'il trouve, on est tous preneurs. Tout le monde est preneur. Il a très bien compris que lui, il a deux choses qu'il veut, c'est augmenter les puissances de calcul et à trouver une énergie pas chère, parce qu'il sait que ces modèles vont très très vite se heurter à cet élément-là. Et donc la vraie barrière aujourd'hui au développement de l'intelligence, si vous voulez mettre de l'intelligence artificielle partout, vous ne pouvez pas. La réponse est claire, c'est pas possible. Alors, il y a peut-être deux combats qui sont en train de se profiler en ce moment. Soit on fait l'intelligence artificielle au niveau de l'ensemble des serveurs, soit on le déporte au niveau de l'utilisateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez les fabricants de PC qui vont vous sortir, entre guillemets, c'est très marketing, ce que je dis là, les PC intelligence artificielle, avec des puces qui seront dédiées à l'intelligence artificielle, et les fameux smartphones. Samsung a ouvert la porte avec ses derniers modèles, dans lequel, alors une partie, pas tout, mais une partie de l'intelligence artificielle est localisée au niveau du smartphone. On va transférer une partie de la puissance de calcul des serveurs vers les équipements. Voilà, et ça c'est quand même important parce que ça permettrait de un peu alléger la pression. Donc ça prouve que c'est quand même les acteurs spécialisés là-dessus. C'est maintenant qu'ils y pensent, ils y pensent et ils ont conscience que très vite, si tout le monde sur la planète commence à vraiment utiliser l'intelligence artificielle, on va exploser au niveau de consommation énergétique. Donc, ça sera une vraie barrière. Il ne faut pas la sous-estimer. Il ne faut pas la sous-estimer en termes de coût, en termes de rentabilité et en termes de, finalement, à terme, on va se dire, est-ce que c'est la peine d'utiliser l'intelligence artificielle juste pour générer une vidéo rigolote sur TikTok? On va peut-être garder cette puissance de calcul pour faire des choses un peu utiles. Donc, voilà, il y a ça qui est, à mon avis, à prendre en compte. Et puis, dernière chose que je voudrais signaler, c'est que l'intelligence artificielle, c'est intéressant, mais je pense que les gains de productivité vont être dans les services et non dans l'industrie. C'est-à-dire que, grosso modo, pour fabriquer une voiture, vous pouvez, il y a déjà des robots, l'intelligence artificielle très peut jouer sur la conception, mais il ne va pas jouer sur la production même du véhicule. Alors que dans les services,
s'il y a une explosion de la productivité, c'est peut-être là qui est intéressant. Et donc c'est intéressant parce que quand on parle d'inflation, on a été longtemps avec le secteur industriel qui a généré la déflation parce que c'était la distribution en partie de gains de productivité. Et demain, est-ce qu'on ne va pas avoir une déflation liée au secteur des services qui va distribuer des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle? Donc vous voyez que ça touche beaucoup de choses. Ça peut jouer aussi sur, y compris nos perspectives de long terme. Vous savez, on nous a tous prédit le retour de l'inflation et tout ça. Mais attention, si on est sur un vrai secteur des services qui a un poids beaucoup plus important que l'industrie, qui, grâce à l'intelligence artificielle, de cette technologie, génère des gains de productivité, il va peut-être les distribuer, alors peut-être à ses salariés, on l'espère, mais aussi peut-être aux consommateurs via une baisse des prix. Et à ce moment-là, on aura peut-être une grosse surprise aussi sur ça. Quand Goldman Sachs disait hier que c'était l'action la plus importante du monde, Nvidia, les traders faisaient référence notamment à des corrélations très fortes qui ont pu se créer du point de vue indiciel, factoriel, etc. Et donc, c'est pas anodin de voir, après la publication d'Nvidia et l'envolée de 15% en ce moment à Wall Street, de voir d'autres indices en Europe, au Japon, atteindre de nouveaux records. Alors, c'était 2% pour le Nikkei ce matin, pour lui permettre de revenir au-delà de son top du 28 décembre 1989, je crois, j'ai regardé la date, 39 000 points sur le Nikkei. C'est l'occasion de saluer le comblement d'un gap qui aura pris quand même 34 ans sur le plan boursier, Julien Pierre. Alors, quelle est l'histoire devant nous pour le Nikkei, puisqu'il y a quand même un momentum très fort, et qu'est-ce qu'on peut dire des moteurs qui ont permis justement de combler ce gap qu'on n'imaginait peut-être pas voir combler un jour, en tout cas en 2024. Oui, alors ça rappelle aussi qu'il faut toujours faire attention à quel prix on achète les actifs financiers, parce qu'on peut mettre de nombreuses années avant de retrouver son prix d'achat. Ceci dit, en fait, l'histoire japonaise est quand même intéressante. Hein. Il y a, lorsqu'on regarde l'évolution de la profitabilité des entreprises au Japon, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est une des fameuses flèches des Abenomics qui a mis du temps à un peu se diffuser, mais on commence à voir quand même des entreprises japonaises qui sont plus soucieuses de retour aux actionnaires, de discipline financière. Donc, clairement, ça a aidé. Je pensais aussi un peu de déport des investisseurs qui avaient plus joué la Chine et qui se disent on va rester en Asie, mais on va aller sur le Japon. Un pays du G7, c'est bien aussi. C'est bien. On a un respect du droit des actionnaires qui est un peu plus important. Il y a le yen aussi qui a beaucoup aidé. Il ne faut pas oublier que le yen s'est énormément déprécié sur les 2 dernières années. Et donc ça c'est toujours favorable aux résultats des entreprises japonaises. Et voilà. Et puis c'est vrai que c'est un marché qui attire des investisseurs après avoir longtemps été délaissé. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde l'évolution récente, les PE ont bien progressé, les multiples de valorisation ont bien progressé. Donc, une respiration, ça pourrait largement se produire. Mais il y a quand même cette histoire fondamentale. Il y a quelque chose de structurel qui a changé quand même. Des entreprises japonaises qui sont plus soucieuses de retour à l'actionnaire et de faire croître leur cours d'action. Ouais. C'est un double top, là, ou pas les 39 000 Nikkei, 34 ans après, pour parler un peu comme un analyste technique. Mais, non, c'est un plafond de verre ou ça c'est... En fait, j'aime pas trop cette idée de niveau d'indice, parce que ça dit rien du tout, en réalité. Alors, c'est visuel. Bon, alors, ça raconte quand même quelque chose. Non, ça raconte pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la valorisation de l'indice lui-même. Entre-temps, en 34 ans, effectivement, il y avait probablement une bulle au Japon qui a explosé, etc. Et donc, on peut d'ailleurs questionner cette histoire-là sur la trajectoire chinoise. Maintenant, on peut faire plein de parallèles. Mais par contre, entre-temps, donc les entreprises ont souffert énormément, puis progressivement ont reconstitué leurs performances, leurs résultats, Et on est parti d'un marché qui était extrêmement cher, qui s'est écroulé, qui pendant très longtemps s'est payé très très peu cher, qui n'intéressait pas grand monde. Alors, il y avait des rallyes de temps en temps très forts, 50% d'un coup, paf, ça retombait derrière, mais ça n'intéressait pas grand monde. Et puis progressivement, avec l'amélioration effectivement de la gouvernance, il y a eu un gros travail fait, et notamment par les autorités boursières qui portent tout un programme d'amélioration de la gouvernance. Ils sont allés jusqu'au name and shame pour pointer du doigt des entreprises qui laissaient traîner leur book value, etc. Déboucler les participations croyantes. Il y a eu un travail colossal qui a été fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au Japon, il y a vraiment des très belles entreprises avec des technologies de pointe dans les secteurs de la technologie, dans les secteurs industriels extrêmement
créatives, dont on connaît plein de noms, les Nintendo de ce monde. Enfin, je suppose que la plupart des enfants, de la plupart des auditeurs, voire les enfants auditeurs, ont une Switch. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a des très belles entreprises au Japon, qu'elles sont toutes membres, ou pratiquement toutes membres du Nikkei, et que c'est ça qui a attiré le Nikkei à la hausse, avec, vous le mentionniez, un yen au tapis. Oui, on est à 150. C'est-à-dire qu'en fait, les taux, la banque centrale japonaise est la seule à ne pas avoir monté ses taux à ce jour. Donc le yen est au tapis. La majeure partie de ces entreprises sont très exportatrices parce que le Japon lui-même est un petit marché. Donc elles vendent tout à l'international. Donc les entreprises japonaises exportatrices se portent très bien. Et puis on m'a expliqué que aujourd'hui, et le marché japonais n'est pas particulièrement cher. J'ai pas le niveau du Topix en tête, mais du Nikkei en tête, mais le Topix c'est à 15 fois. On se paye moins cher que les États-Unis en agrégé. Alors, on se paye plus cher que l'Europe, mais pendant longtemps, on se payait moins cher. Donc, en fait, on peut pas... Le niveau, pour moi, le niveau du Nikkei me dit rien. Et des entreprises japonaises globalisées qui profitent vraiment de ce cycle d'investissement, de CAPEX. L'ARA américain est fondé sur des partenariats stratégiques très importants avec le Japon et la Corée également. Absolument. Donc, non, c'est le niveau... En fait, le niveau me dit pas grand-chose, il ne me dérange pas. Enfin, le niveau peut être enfoncé. Il suffit que les entreprises révisent en hausse leurs perspectives de résultats parce que justement l'activité est meilleure et le niveau va sauter. Et c'est bien la difficulté qui est en train de se jouer en ce moment, c'est que on n'en a pas parlé parce qu'on a décidé que c'était plus la peine, mais le pouls de banque centrale, donc en gros on n'a plus peur, on n'a plus peur des banques centrales quelque part, même si elles reculent un peu, le mouvement est là. Et puis il y a un nouvel animal spirit qui s'est réveillé dans le marché, donc maintenant la peur c'est un petit peu celle effectivement qu'à un moment on va partir dans une bulle. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très très prudents sur ces marchés, qui disent nanana, ça a beaucoup monté, puis la croissance économique va ralentir, nanana. Donc il y a encore un contre-pied majeur là qui est en train de se matérialiser sur les marchés. Donc là, on est en train de voir un FOMO en fait. Le fameux FOMO qui est de retour avec beaucoup de gens qui finalement étaient un peu en dehors et qui se disent tant pis, il faut que je rentre dedans, je peux pas. Voilà. Et avec un effet retail assez fort, donc c'est plus ça qui devient inquiétant maintenant. Sur le Japon spécifiquement, est-ce que ce qu'on raconte là, ça veut dire que le Japon est sorti de la déflation une bonne fois pour toutes, là, Christian ? On va aller jusque-là. Ah bah non, mais après... tout est possible désormais. Juste pour compléter, juste un tout petit point aussi un peu technique, n'oubliez pas que les indices vivent. Ça rentre et ça sort. Voilà. C'est important, parce que les mauvais élèves, celles qui chutent, qui sont vraiment en difficulté, elles sortent de l'indice en 34 ans. Et structurellement, c'est plutôt les meilleurs qui restent. Oui, on est d'accord. Attention, on ne peut pas comparer Amazon rentre au Dow Jones, par exemple. Avec des entreprises qui ne sont pas identiques. Donc, il faut quand même attention. Je sais psychologiquement, on regarde, mais attention à ça. Sortie de la déflation, hausse de taux au Japon, c'est une histoire de 2024 ? Hausse de taux très limitée, puisqu'ils ont dit qu'ils sortiraient des taux négatifs. Mais ils ne veulent pas aller beaucoup plus loin. Donc c'est ça qui a vraiment rassuré en janvier. Tout le rallye depuis janvier, c'est le fait qu'en décembre, on avait une communication assez dure de la part de la Banque centrale du Japon, notamment de son nouveau gouverneur, qui disait en gros, il va falloir à un moment monter les taux, il y a une sorte de boucle prix-salaire qui est en train de s'initier, on va sortir. Et puis là, depuis quelques semaines, surtout depuis début janvier, on a vraiment mis un coup de frein là-dessus, en disant non, on sort juste des taux négatifs, qui sont vraiment une erreur. Et puis derrière, alors ils disent pas que c'est une erreur, mais en gros... on comprend bien qu'ils ont envie de sortir de ça parce qu'ils ont un petit peu plus... Il y a l'occasion de le faire. Voilà, il y a un peu plus d'inflation, mais sur le fond, ils y croient pas. Ils y croient pas. Et le gros problème qu'ils ont, c'est qu'il pourrait y avoir un début de boucle prix-salaire qui alimente l'inflation au Japon au niveau des grandes entreprises, celles qui performent bien. Mais ils ont des retours statistiques sur les derniers mois, sur les dernières négociations professionnelles. On n'a pas tous les résultats, mais sur les petites et moyennes entreprises, c'est la cata, quoi. Les Japonais ont des hausses de salaire nettement inférieures à l'inflation. Donc là, il n'y a vraiment pas de boucle prix-salaire parce que les petites entreprises, elles sont pressurées par les grandes entreprises japonaises et donc elles n'ont aucune marge de manœuvre et elles n'ont pas la profitabilité pour augmenter les salaires. Donc vous avez beau avoir de l'inflation, c'est les grandes entreprises qui en ont vraiment profité et c'est pas le tissu des petites et moyennes entreprises. Donc il n'y a pas vraiment de boucle prix-salaire qui semble se dessiner. Alors après, on est toujours sur la même chose. On a le gouvernement qui aide un peu les Japonais avec différentes aides pour un peu soutenir la consommation et compenser cette inflation. Mais on se dit que si on envoie un chèque aux Japonais pour qu'ils consomment, c'est pas ça qui a fait qu'on a de nouveau une inflation qui revient. Donc il y a un vrai risque que quand même l'inflation reste particulièrement basse au Japon et qu'on n'ait pas ce grand retour. Et une fois qu'on aura fini avec l'inflation importée essentiellement liée à l'énergie, une fois qu'on a fini avec ça, on va pas avoir véritablement de dynamique profonde de l'inflation au Japon. Donc on n'est pas sorti sur le fond, l'histoire n'est pas écrite, mais ça fait plaisir au marché.
parce que, encore une fois, on n'a plus joué les valeurs exportatrices que les valeurs domestiques. Et donc, finalement, on se dit, le yen va rester indéfiniment faible. Je grossis le trait volontairement. Oui, bien sûr, mais on l'a vu, rebaisser. Oui. Si tous les ans, le yen baisse un petit peu, ça booste les résultats des entreprises exportatrices. Et donc, on valorise plutôt ça, les marchés étrangers et la faiblesse du yen qui reste un soutien. Du yen, venons-en au dollar. Julien Pierre, assez intéressant de noter que le marché a complètement repricé le calendrier des baisses de taux de la Fed et semble parfaitement aligné désormais sur la dernière projection qui a été faite par le dot plot en décembre dernier. Je crois qu'on est sur départ en juin avec moins de 4 fois 25 baisses de taux, donc plutôt autour de 3, comme signalé par la Fed. Et on se demande même si juin, c'est pas juin au plus tôt pour baisser les taux. Et potentiellement, pourquoi pas, juillet, voire septembre. Oui, effectivement, le marché s'est bien ajusté avec assez peu d'impact effectivement sur les autres classes d'actifs. C'est assez intéressant, la devise ou évidemment le marché action qui vit sa vie différemment du marché obligataire. Oui. On n'est plus dans le métaverse, on est dans l'intelligence artificielle. Mais sur la Fed, évidemment, il y a quand même des questions, parce que les derniers chiffres d'inflation de janvier étaient quand même assez forts, que ce soit les prix à la consommation ou le prix à la production. Ouais. Et lorsqu'on regarde dans les enquêtes les composants de prix, on a aussi, un signal que le mouvement de désinflation, il est peut-être interrompu. De toute façon, je pense que ça va être la question des années à venir, en Europe, aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que on a eu ce mouvement de ralentissement de l'inflation. Aujourd'hui, on n'est pas normalisé. Lorsqu'on regarde l'inflation, on a plutôt des prix qui sont tirés à la baisse par les biens encore, mais une inflation des services qui est liée au salaire qui reste trop forte. Est-ce que toute reprise de l'activité économique au niveau agrégé ne risque pas d'amener une réaccélération des salaires et donc une inflation qui repartirait à la hausse et donc là pour les banques centrales un vrai sujet. Ouais. Sachant qu'effectivement, jusqu'à présent, et c'est ce qu'on comprend quelques trimestres après, il y a eu ces gains de productivité quand même qui se sont matérialisés pendant plusieurs trimestres aux États-Unis, qui ont aidé, j'imagine, ce phénomène de désinflation immaculée. Sur la productivité américaine, je ne reprends pas l'exemple de Nvidia, mais il y a une limite aussi aux gains de productivité d'une économie comme l'économie américaine, malgré tout ce qui a été mis dedans, des dépenses, de CAPEX, etc., de nouvelles technologies qui arrivent. Ou est-ce qu'on peut quand même, prolonger un peu la trajectoire de la productivité américaine? Ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça se passe effectivement dans les prochains mois. Si on regarde la trajectoire de la productivité américaine, on avait eu dans le Covid une nette accélération. Ouais. Puis on avait rebaissé et là on est un peu revenu sur la tendance des 10 dernières années. Ouais. La question c'est est-ce qu'on reste sur cette tendance qui n'était pas une tendance extraordinaire ou est-ce qu'on est effectivement grâce à toutes ces nouvelles technologies dans une nouvelle phase d'accélération de la productivité et ça malheureusement il y a très peu d'indications pour répondre à cette question. Bien sûr. Ouais. Et après on peut aussi parler de la productivité dans le reste du monde avec pour le coup en Europe une situation très compliquée. Oui. Ce qu'on décrit sur la productivité, c'est pour l'instant un phénomène très centré américain. Oui. C'est pas autre chose, quelque chose qu'on retrouve ailleurs dans le reste du monde. Sur ces questions de banque centrale, est-ce qu'il faut commencer à imaginer des scénarios alternatifs où la Fed, baisserait pas ses taux? C'est un peu provoquant de le dire comme ça, mais sérieusement, Sophie. Là, ça renvoie au scénario de Summers, qui est l'idée que on pourrait même avoir l'inverse, c'est-à-dire finalement une activité qui réaccélère avec des tensions inflationnistes et une Fed qui non seulement les baisse pas mais les monte. Alors ça c'est vraiment le scénario adverse ultime. Oui. Et d'ailleurs on reverrait peut-être la valorisation d'Nvidia à l'occasion. Mais ce serait l'occasion d'un point d'entrée. D'en reparler, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. C'est en tout cas, effectivement, il y a un léger inconfort. Moi, je dis un léger parce que c'est vraiment pas le scénario central. Mais il y a un léger inconfort. Personne n'a capitulé sur l'idée qu'il y aura des baisses de taux. Voilà, lié au fait que les derniers chiffres d'inflation étaient un petit peu plus soutenus que ce qu'on aurait aimé. C'est que ça se stabilise à un niveau un peu trop élevé. Et puis que l'activité reste forte, reste vraiment plutôt soutenue aux États-Unis. On n'est pas arrivé à un point qui remettrait en question le fait qu'on va rentrer dans une phase de baisse de taux.
Et le taux d'équilibre, alors ce qu'il est le taux qui équilibre, entre guillemets, donc ce qu'on appelle le taux d'équilibre qui va équilibrer l'emploi et l'inflation est plus bas que les taux réels actuels, donc aux États-Unis et encore plus en Europe. Ils ont de la marge, oui. Donc on est de toute façon, effectivement, ils espèrent... On va vers une normalisation. Après, est-ce que ça commence là, au mois de mai? On a repoussé d'avril, enfin de mars, avril, mai. Est-ce qu'on commence à mai? Est-ce qu'on commence cet été? Bon, c'est plus vraiment un problème. Mais déjà, c'est une séquence de normalisation. C'est pas une séquence d'accommodation. Le marché se met pas dans l'idée que la Fed va redevenir accommodante. En 2024. En l'état, pour l'instant, elle n'aurait aucune raison de le faire. Ouais. Elle aurait des raisons de normaliser, mais elle n'a aucune raison d'accommoder, en tout cas. Sauf à ce qu'il y ait un choc financier inédit qu'on n'a pas vu encore, parce que là, on est super content. Petits chocs financiers. Non, mais là, on a eu... Ok, il y en a eu, ça a essaimé des chocs, mais il peut se passer plein de choses qu'on n'aurait pas pu prévoir avec ChatGPT, quoi. Ouais. Non, puis le traitement du KSVB, finalement, j'ai l'impression, a quand même plutôt rassuré les investisseurs sur la capacité de la Fed à gérer sur la fonction de réaction, des petits maillons faibles comme ça. Oui, j'entends pas le gros truc systémique. Christian, sur la Fed, et puis je veux bien qu'on dise un mot du policy mix US versus zone euro, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on préfère, quoi? Est-ce qu'on préfère ce qui se passe aux États-Unis avec une politique budgétaire qui reste débridée, qui restera sans doute débridée, ou est-ce qu'on aime bien voir quand même un discours qui vise à ramener un peu d'orthodoxie quand même dans les politiques budgétaires, comme on le sent en zone euro aujourd'hui? Alors après, il faut reconnaître peut-être quelque chose, c'est que l'IRA, certes, ça coûte cher aux finances publiques, mais ça semble quand même générer pas mal de croissance et de la bonne, entre guillemets, de la bonne croissance. C'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Oui. Donc après, on le sait très bien dans les comptes publics, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez prêter à quelqu'un qui est surendetté mais qui va avoir une très forte croissance de ses revenus, ou prêter à quelqu'un qui est très fortement endetté, qui va avoir son revenu qui stagne, voire qui va baisser dans les 10 prochaines années? Donc forcément, en termes de risque crédit, vous préférez encore aujourd'hui investir, mais ça a des limites, parce que si c'était aussi simple, si c'était facile de dépenser de l'argent et d'investir et de créer de la croissance comme ça, je crois que tout le monde le ferait dans le monde. Donc il faut reconnaître que pour l'instant, au regard des retours que l'on a et au regard l'IRA a été vraiment un moteur, et plutôt un moteur de stimulation de l'investissement privé dans le secteur privé. Donc c'est vraiment entre guillemets une bonne loi pour les Américains. Ouais. Une mauvaise loi pour nous, mais en termes de concurrence, mais une bonne loi pour les Américains, et pour l'instant, on ne peut pas lui reprocher ça. Donc je comprends la relative, je dirais, indifférence des marchés au creusement du déficit budgétaire, parce que si derrière, on a cette économie américaine qui continue et qu'on révise à la hausse la croissance potentielle américaine, bon bah voilà, le vrai problème viendrait, c'est si on va commencer à avoir des signaux négatifs, que si la productivité américaine s'effondrait, si le consommateur américain, qui est aujourd'hui très endetté avec des crédits à consommation, n'arrivait plus à rembourser ses crédits à consommation. Je vous fais un petit exemple comme ça. Je peux vous en faire des milliers, comme ça. Donc, si d'un seul coup on a des mauvais chiffres, là on commence à dire ah oui, mais il y a un gros déficit, il y a une récession et on ne peut pas mener une politique contracyclique parce qu'ils sont déjà très déficitaires. Donc là, il y aura peut-être un peu de sueur froide vis-à-vis de l'économie américaine. Mais pour l'instant, ça marche. Donc, on peut dire que c'est positif. Alors après, moi, je dirais qu'il y a un petit élément qui m'a un peu choqué dans les dernières minutes, mais qui est assez récurrent. C'est le manque de visibilité qu'ont les membres de la Banque centrale sur l'économie. C'est-à-dire que quand on regarde les débats, ils nous disent tout et son contraire. Ils savent pas où va l'économie américaine. Manque de confiance, c'est ce que nous disait Powell au dernier FOMC. Oui, même. On a besoin d'une plus grande confiance encore. Voilà, mais ça, en gros, on ne sait pas où va l'inflation, on ne sait pas où va la croissance. On a eu des bons chiffres, mais on ne sait pas si c'est récurrent. On a des problèmes statistiques, on ne sait pas la fiabilité des statistiques. C'est sûr. Et là-dessus, je dois vous dire, je devrais vous dire ce que je vais faire sur mes taux sur les 2 prochaines années. Non, je ne peux pas. Donc, je suis data dependent. Mais en gros, on est toujours sur un très très fort manque de visibilité sur l'économie. Alors, ça peut paraître paradoxal au moment où les indicateurs de volatilité sont au plus bas, mais moi, je trouve que quand on lit ça, c'est pas très rassurant de la part de gens qui sont professionnels, qui ont des équipes d'économistes et qui nous disent, c'est très très dur aujourd'hui de prévoir où va l'économie américaine.
potentiellement on peut être en récession ou on peut être en les taux de réponse des enquêtes, emploi, etc. ont énormément baissé par rapport au niveau pré-Covid. Ça rend la statistique moins idéale, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Donc là, vraiment, c'est un facteur qu'on ne prend pas assez en compte. Alors, ils le disent dans leur façon en parlant d'incertitude économique, mais c'est là où on est un peu étonné quand on voit le VIX, par exemple, l'indicateur de volatilité, qui reste quand même extrêmement bas, même s'il a un petit peu remonté dernièrement. On peut se dire qu'il y a quand même une prise de risque, qu'il y a un risque qui est perçu par les banquiers centraux qui ne l'est pas par les marchés. Et là, ça, c'est peut-être un petit élément quand même à surveiller pour les prochains mois. Un mot rapide, tour de table, positionnement actuel et notamment le risque. Jusqu'où on est pro-risque là en ce moment, Julien Pierre? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'actuellement, on remonte nos expositions. On était très prudents l'année dernière, à tort, mais on augmente nos expositions au crédit offensif parce qu'on trouve qu'on est très bien rémunéré aujourd'hui. C'est un sweet spot, là. Oui, on est sur des niveaux de rendement attractifs. Et il y a effectivement, je suis d'accord, beaucoup d'incertitudes macroéconomiques. Les marchés actions sont un peu dans une logique très tiré par toutes ces histoires d'intelligence artificielle, par des résultats des entreprises qui ont été bons aussi. Mais c'est vrai que lorsque vous regardez des choses comme l'immobilier commercial aux États-Unis, on n'est peut-être pas au bout de cette histoire. On parlait Christian parlait des consommateurs américains. C'est vrai que vous avez une remontée progressive des taux de retard de paiement, sans que la dynamique qui a été un facteur important dans le rebond de la croissance au deuxième semestre 2023. Le consommateur américain, il est peut-être un peu au bout de un petit choc à retardement quand même. Oui. Voilà. On sait que la politique monétaire, ça joue avec des effets longs et variables. Cette bonne dynamique économique, elle a aussi pour effet de faire remonter les taux longs, donc ça a un impact aussi sur l'économie. Tout un tas de secteurs sont financés sur des taux très bas et doivent se refinancer sur des taux plus élevés. Donc voilà, on n'est sans doute pas au bout de nos surprises et donc on pense que on préfère être un peu plus offensif tout en restant assez prudent et que le crédit aujourd'hui c'est une classe d'actifs intéressante. Sophie? Nous, on était toujours assez positifs, donc et notre scénario est plutôt un scénario positif sur l'activité économique. Donc on est plutôt long des actions, d'une façon générale. Mais c'est vrai que là, on cherche aussi, alors on prend aussi des protections optionnelles, c'est-à-dire qu'effectivement, la volatilité étant très peu chère, on garde des expositions importantes, mais avec des structures optionnelles qui, non pas qui nous protégeraient de petits mouvements, de petits à-coups, mais qui nous protégeraient d'une cassure qu'on n'aurait pas vu venir. Une rupture. Donc un peu des protections optionnelles, un petit peu en dehors, ce qui nous permet de rester exposés et donc d'essayer d'accompagner aussi loin que possible pour nos porteurs, effectivement, ce mouvement. Et c'est vrai que c'est très, très délicat parce qu'on a cet effet d'emballement est très inconfortable, on le sait bien. Et oui, c'est un peu la course au GPU et la course aux actions en ce moment sur les marchés. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier, Dorval Asset Management, Julien Pierre-Nouan, Lazare Frères Gestion et Christian Parizeau, Altair Economics.